Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Je vous souhaite la bienvenue au journal. Voici les titres les principaux de ce 20h. À l'Assemblée nationale du Cameroun, le doyen d'âge dénonce l'action du gouvernement camerounais face au difficile accès des populations à l'eau potable et à l'énergie électrique. C'est à la faveur de l'ouverture ce jour à Yaoundé des travaux de la session parlementaire du mois de mars. Affaire Charles Metouk, les avocats de l'ex-directeur général de la Sonara recusent le juge qui s'occupe de cette affaire depuis le début. Le conseil de Charles Metouk le soupçonne d'impartialité. Retour sur le procès de ce jour au tribunal de première instance de Limbé, c'est dans la région du sud-ouest. Sénatorial 2013, entre inconstance de l'opposition camerounaise et cafouillage au sein du parti au pouvoir. Quel enjeu pour l'avenir? Un politologue est notre invité dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Je vous retrouve dans un très court instant pour les détails. Madame, Monsieur, une fois de plus, merci de nous retrouver sur le journal. Tout de suite à l'hémicycle de Ngouaekele à Yaoundé. Peter Chofonso fait le procès du gouvernement camerounais en ouvrant la session parlementaire du mois de mars ce lundi. Le doyen d'âge de l'Assemblée nationale a dénoncé le difficile accès des populations à certaines commodités sociales. Des détails dans ce reportage signé Marcelin Gangsop. C'est un discours à forte connotation sociale. Le doyen d'âge, Peter Chofonso, a dans le style qu'on lui connaît, partagé la douleur qui est celle du peuple camerounais aujourd'hui. Un peuple étouffé par le difficile accès à l'eau potable, à l'électricité et aux services téléphoniques. Peter Chofonso demande au nom de la représentation nationale que le gouvernement revoie le contrat de AES Sonel. Autre fait de société qui préoccupe, la montée en puissance de l'insécurité et de la grande criminalité. Le doyen d'âge fait allusion aux crimes rituels perpétrés récemment au quartier Mimboman et ses environs et qui ont endeuillé de nombreuses familles. Leurs auteurs, insistent-ils, doivent être sévèrement punis et ce, quel que soit leur statut social. L'enlèvement de 7 citoyens français était aussi au menu de ce discours. Le débat sur l'homosexualité s'est également invité à cette séance inaugurale de mars. Le doyen d'âge a demandé au gouvernement de ne point fléchir et de condamner avec la dernière énergie cette pratique qui ne saurait passer dans notre pays, et ce, en dépit des appels qui viennent de l'extérieur. Les difficultés liées à l'inscription biométrique et à l'établissement de la carte nationale d'identité ont également été relevées par Peter Chofonso, notamment dans les zones reculées où les populations tirent le diable par la queue devant l'absence criante de moyens humains et matériels. Le doyen d'âge salue la récente annonce présidentielle concernant la création de 200 000 emplois en 2013, mais il espère que cette opération sera moins foireuse que la précédente concernant les 25 000 et qui a laissé voir plusieurs anomalies. Cette session inaugurale a été marquée par la présence des parlementaires venus du Congo, de la RCA et de la Côte d'Ivoire. Attendue dans les prochains jours, l'élection du bureau qui présidera aux destinées de la Chambre basse avant l'entrée en scène de la Chambre haute, le Sénat, à la suite des élections programmées pour le 14 avril prochain. Je vous propose à présent la réaction de quelques députés à l'issue de la session d'ouverture du mois de mars à l'hémicycle de Ngouaekele. Jean-Jacques Ekindi du mouvement progressiste et Gaston Komba du RDPC sont au micro de Marcelin Gangsop. Voilà, nous revenons sur ces extraits de quelques députés qui ont réagi à l'ouverture de la session parlementaire du mois de mars. Jean-Jacques Ekindi du mouvement progressiste et Gaston Komba du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, le parti au pouvoir, s'expriment au micro de Marcelin Gangsop. Non, pour l'instant, ce qu'il y a d'important, c'est que nous essayons d'y voir clair. Et on doit dire qu'on ne voit pas encore très clair parce qu'il y a les sénatoriales qui sont en cours, c'est pas qu'elles arrivent.
Il y a les législatives et les municipales qui doivent également se mettre en mouvement. Il y a beaucoup de députés qui sont candidats au sénatorial. Autrement dit, ils auront quelques difficultés à consacrer tout leur temps à la session. Il y a les choix que le président devra opérer pour les 30 sénateurs qu'il devra ajouter. Bref, on est dans une espèce de tourbillon et on attend de savoir un tout petit peu comment ça va se passer. Merci. Bon, il faut dire que le discours du doyen d'âge avait un ancrage social évident. Il a soulevé les problèmes qui touchent le vécu quotidien des Camerounais et a lancé un appel au gouvernement afin d'apporter dans l'urgence les solutions appropriées à ces questions. Et ces questions, c'est notamment les questions d'eau, d'électricité et d'accès au téléphone, dont la qualité aujourd'hui est de plus en plus déplorable. Il faut dire qu'une page de l'histoire de notre Assemblée nationale se tourne avec cette session de mars. C'est la dernière session parlementaire monocamérale, parce que la prochaine session verra les deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale siéger ensemble. Donc il s'agit de notre dernière session parlementaire monocamérale. Et ça, sur le plan historique, on devrait en prendre date. Maintenant, dans les tribunaux, en 3 escales, d'abord affaire Charles Métouk. La prochaine audience aura lieu le 18 mars de cette année au tribunal de première instance de Limbe, c'est dans la région du Sud-Ouest. Les avocats de l'ex-directeur général de la Société nationale de raffinage du Cameroun ont introduit une requête et recusent le juge qui conduit cette affaire depuis le début. Le tribunal de première instance de Limbe se prononcera sur cette requête le 18 mars prochain. En rappel, Charles Métouk a été accusé, entre autres, d'avoir fait une intrusion sans droit dans son ancien bureau et de destruction des documents, entre autres griefs. Nous y reviendrons maintenant au sujet de l'affaire du braquage d'Ecobank à Bonaberi dans la ville de Douala. Les mises en cause dénoncent la lenteur observée dans la procédure judiciaire 2 ans après leur arrestation. Ils l'ont fait savoir au président du tribunal militaire de Douala. C'était au cours de l'audience qui s'est tenue ce jour. Ces prévenus n'ont pas manqué de décrire le traumatisme subi depuis leur incarcération. Le président du tribunal militaire a exhorté le ministère public à fournir au plus vite le procès verbal des enquêtes préliminaires menées par les forces de l'ordre. 5 témoins de l'accusation ont été entendus au cours de cette audience. L'affaire a été renvoyée au 25 mars prochain pour la continuation des débats. Sénatorial 2013, le jeu reste trouble au sein de l'Union des populations du Cameroun, en abrégé UPC, où 3 factions ont déjà annoncé leur participation à ces échéances électorales. Seulement, les 3 factions revendiquent chacune la légitimité. Yannick Mbazwa. 3 tendances de l'Union des populations du Cameroun ont annoncé leur candidature au sénatorial d'avril 2013. Adolphe Papine Doumbé, se revendiquant premier secrétaire, coordonnateur général de l'Union des populations du Cameroun, Bernard Wandji, se présentant comme président de l'âme immortelle. Et Robert Bapolipote, se présentant comme secrétaire général du parti du Crabe. L'Union des populations du Cameroun ira aux élections sénatoriales du 14 avril 2013. L'UPC sera présente partout où les décisions de notre pays se prendront. Que ce soit au Conseil constitutionnel qui va venir, que ce soit au sénatorial, l'UPC doit être présente. En 1955, en 1956, vous avez demandé à Oudjobé ou au président Moubié s'il allait partir à l'indépendance ou pas. Nous voulons consolider les institutions du Cameroun. Toutes les 3 tendances revendiquent la légitimité du parti. C'est le bureau qui convoque ses délégués pour une assise qu'on appelle le comité directeur, qui convoque le congrès. Sur les 24 laissés par Korok, 18 ont convoqué le congrès. Si nous sommes 24 et nous sommes 18, ils sont 4, ils sont la moitié au moins des membres. Nous avons le devenir de l'UPC aujourd'hui entre les mains. Dans le cadre de la continuité de notre légalité, nous allons conduire l'UPC aux élections sénatoriales du 14 avril 2013. Je tire d'abord la légitimité du fait que nous avons un programme politique.
et nous avons un projet de société qui est conforme aux aspirations des militants de l'UPC. Une guerre des leaderships qui refait surface après celle observée juste après la mort d'Augustin Frédéric Kodok en 2011. Quel est leur programme? Est-ce qu'ils ont un programme politique à court terme? Ils ont un projet de société? Ils ont même un statut ou un règlement intérieur? Allez leur demander. Lorsque Paul parle au nom de l'UPC, il sort d'où là? Il vient dans quel bureau? C'est le bureau qui convoque le comité directeur pour qu'il y ait congrès. Lui, il sort de quel congrès? Ouanche, parce qu'il était avec Sendé à cette époque. Seul Elections Cameroun reconnaîtra le légitime de l'âme immortelle. L'Union des populations du Cameroun est dans la tourmente. Le cafouillage n'est pas l'apanage de l'opposition camerounaise. La confusion continue de régner au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Les sons de cloche diffèrent selon les régions. Les questions d'incompatibilité et d'inéligibilité sont diversement interprétées par les commissions d'investiture des candidatures. Retour sur ces notions dans ce reportage de Samuel Tchoufa et Serge Alain Otto. Les sénatoriales du 14 avril n'en finissent pas de défrayer la chronique. Sur les conditions d'éligibilité, c'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui continue d'interpréter la loi du 19 avril portant code électoral à sa façon. Dans certaines régions, comme l'extrême nord, des élus du peuple, à l'instar de Cavaillé Yégué Djibril, président de l'Assemblée nationale, sont sur les starting blocks. Nous sommes en face de deux régimes qui sont l'inéligibilité et l'incompatibilité. Je ne sais pas qui interdit aux députés de postuler à la fonction de sénateur. Si quelqu'un a pris ce risque de le faire, c'est qu'il va à l'encontre de la loi. Parce que dans les conditions d'éligibilité aux fonctions de sénateur, rien n'interdit à un député de postuler à la fonction de sénateur. Dans l'histoire politique du Cameroun multipartisan, pour cela, le simple fait donc de postuler est synonyme de renonciation à la position précédente. La loi est claire dessus, il n'y a pas de raison pour rejeter les candidatures sur ces phases, mais on les attend à l'exercice. On leur dit non, vous ne pouvez pas exercer les deux, choisissez un. Plus grave reste l'application de l'article 157 de la loi portant code électoral. Il existe un certain nombre d'incohérences. Pour des partis qui concernent les députés, il y a une légère incohérence sur ce point. Ça veut dire que pour être député, vous pouvez être un Camerounais qui a acquis cette nationalité. Mais pour être sénateur, vous devez être un Camerounais d'origine. Voilà l'incompatibilité. Mais sinon, dans l'ensemble, rien n'interdit à un député ou à un membre du gouvernement d'être candidat aux fonctions sénatoriales. Après le travail d'investiture des candidats par les partis politiques, il reviendra à l'ECAM, à travers la publication des listes des candidats aux sénatoriales, de clore définitivement le débat. Toujours en rapport avec ces consultations électorales, le président de la République du Cameroun et les partis politiques sont interpellés pour la prise en compte du genre dans la constitution des candidatures pour les sénatoriales de cette année. Le réseau More Women in Politics veut plus de femmes dans les instances de décision. Un plaidoyer allant dans ce sens vient d'être lancé à Yaoundé. Marcelin Gangsop. Depuis 1988, où le nombre de députés s'est stabilisé à 180, le record de femmes parlementaires s'établit à 26, soit 14,44%. Au niveau des municipalités, sur 40 970 conseillers municipaux depuis 1982, on a enregistré 4 796 femmes, dont 37 maires, soit 11,70%. C'est déjà quelque chose, mais les femmes veulent plus, à la mesure de leur poids politique et de leur crédit social. D'abord, en direction des partis politiques, c'est de se souvenir qu'ils ont pris l'engagement d'aligner au moins 30% de femmes à tous les scrutins sénatorial, législatif et municipal. Il serait souhaitable qu'au soir du 10 mai 2013, que le chef de l'État use de ce pouvoir discrétionnaire qu'il a, n'est-ce pas, pour transformer en réalité dans le quotidien des femmes camerounaises cette vision paritaire de la démocratie qu'il nous a annoncée pendant l'élection présidentielle de 2011. Et les sénatoriales qui pointent à l'horizon pourraient constituer le déclic de cette montée en puissance souhaitée de la gente féminine. Pour qu'il y ait parité, il suffit tout simplement d'aligner les candidats et les candidates sur les listes selon, de façon alternée et zébrée.
un homme, une femme, pourquoi pas une femme, un homme, c'est-à-dire femme comme tête de liste, n'est-ce pas? Elles ont ce droit. Aucun texte ne dit que seuls les hommes doivent être tête de liste. En réunissant les femmes et les médias à Yaoundé, le réseau More Women in Politics n'a pas fait mystère de sa volonté de voir le poids électoral ainsi que le crédit social des femmes convertis en dividendes politiques. Cela passe par la prise en compte du genre dans la constitution des listes de candidatures au sénatorial et la composition du Sénat. En religion, le conclave qui va élire le prochain souverain pontife, le chef de l'Église catholique, se réunit dans moins de 24 heures. 115 cardinaux, dont 11 Africains, y prennent part. Au sujet des attentes des Camerounais, voici la réaction de quelques-uns dans ce reportage signé Dani Warren Zede et Pierre Laverdu-Rombang. Le conclave, qui pourrait être très rapide, pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine à une date encore inconnue. Car l'Église tient à avoir un pape pour la semaine sainte commençant par la fête des Rameaux et s'achevant à Pâques le 31 mars, qui est une période centrale dans l'année liturgique et la vie d'1,2 milliard de catholiques. Les cardinaux électeurs se sont donc retrouvés ce jeudi au Vatican pour de nouveaux débats vifs sur les nombreux problèmes de l'Église et décider de la date du conclave. Après l'arrivée du dernier retardataire, un cardinal vietnamien, les 115 électeurs de moins de 80 ans devaient être réunis avec les cardinaux non électeurs. Au moment où va se tenir le conclave, la presse italienne a choisi de faire ressurgir le dossier Vatilix, un moment crucial pour l'Église, alors que le lourd scandale de pédophilie dans l'Église continue de peser sur le pré-conclave. C'est pas sans bruit que se tient ce pré-conclave, car l'organisation américaine d'anciennes victimes de prêtres pédophiles vient de dresser la liste de 12 cardinaux qu'elle qualifie de salopards et qui, selon elle, ne doivent pas devenir papes. Et alors qu'une pétition d'une ancienne victime d'un prêtre italien demande aussi l'expulsion du conclave d'un cardinal de Curie, Domingo Calgagno, qui n'aurait pas agi contre un pédophile resté en contact pendant 25 ans avec des enfants et des adolescents. Je vous propose à présent de suivre cette attitude du cardinal Christian Toumi. Il s'exprime au micro d'Equinox Télévision. Pour le bien de l'Église universelle, je crois qu'il peut parler en tant que quelqu'un qui a eu déjà l'expérience de voter. Pape Benoît XVI était en conclave parce qu'il avait moins que 80 ans. C'est nous qui l'avons voté. Ouais. Quand vous êtes dedans, on ne pense pas aux régions géographiques. On pense aux individus. Que l'individu soit noir ou blanc ne veut rien dire. S'il peut, je dois voter pour lui. Si le noir peut, je dois voter pour lui. Si le blanc peut, en ce moment de l'histoire de l'Église, je vote pour lui. C'est ce qui se passe là-bas. Et en votant, on doit jurer que ce n'est que l'intérêt de l'Église qui compte. Ce n'est pas une affaire politique. Il y a le porte-parole du Vatican qui a dit qu'il croit que le prochain pape sera européen. Il ne va pas venir du tiers-monde. Que c'est trop tôt. Qu'est-ce qui est trop tôt? Quand Jésus a fait Pierre son vicaire, Pierre avait quel âge dans l'église? Dans nos cités, les habitants du quartier Bana, c'est dans la ville de Douala, sont en colère. Ils s'insurgent contre l'insécurité dont ils sont victimes dans cette partie de l'arrondissement de Douala 3e. Ces populations ont profité de l'installation du chef du bloc F pour exprimer leur mécontentement. Flavien Valondongo. Nous sommes au quartier Bana, un quartier de l'arrondissement de Douala 3e. Ici, les populations vivent avec la peur dans le ventre. Bon, ici au quartier, quand tu es un nouveau dans le quartier, bon, les gars t'agressent. L'insécurité, cas d'agression, mais de temps en temps, ça existe quand même. Nous sommes à Douala, au Cameroun. Dans ce quartier de la zone industrielle, les habitants sont obligés de sortir de leur domicile aux environs de 7 heures et retourner avant la tombée de la nuit, de peur de subir les affres des sans-foi ni loi. Ici au quartier Bana, quand tu es nouveau, donc quand les boys
Quand les boys ne te connaissent pas au quartier, alors, ils arrachent le sac, souvent les téléphones portables, parfois les vols de moto. Avec la réhabilitation dans ses droits du chef du bloc F, suspendu il y a quelque temps par le chef du quartier pour des raisons de commérage non avérées, l'auxiliaire de l'administration camerounaise interpelle la conscience des parents sur des dérives de leur progéniture. Dès le moment où le commissaire, le central numéro 2 descend, nous essayons de faire des tours dans des blocs pour voir ce qui se passe. On trouve des enfants en train de fumer du chanvre indien. Nos propres enfants, on a encore quelle force, ce n'est que les sensibiliser. Leur dire que les enfants, ce que vous faites n'est pas du tout bien. Essayez vraiment de prendre l'exemple sur vos parents. Des dérives qui entendent être gérées par le chef de bloc F. Et je profite de cette occasion pour dire ici, à haute voix, tout enfant qui tentera de pénétrer dans le bloc 7 en qualité de voleur trouvera malheur en chemin. À travers ce message et avec des efforts conjugués des populations, c'est sans doute le début du retour à la paix au quartier Bana et ses environs. Beaucoup de frayeurs à Ezeka, c'est dans le département du Nyong, et Kélé des citernes en flammes à la gare d'Essé, c'est dans cette partie du pays. Pas de perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels sont cependant à déplorer. Des détails dans ce reportage de Jean-Paul Eyango et Viviane Kamwa. Le feu dicte sa loi à la gare. Pendant plus de 7 heures d'affilée, les flammes ont consumé plusieurs wagons-citernes, créant ainsi d'autres foyers d'incendie dans la ville d'Ezeka, comme ici à quelques mètres d'AES Sonnel. À l'origine de l'incendie, le surchauffement des plaques, créant ainsi des étincelles qui vont s'enflammer au contact des traînées de gasoil sur le sol. Face à la violence des flammes, les populations sont prises de panique dans une ville où il n'existe pas d'unité de sapeurs-pompiers. Gendarmes et policiers, quant à eux, tentent de repousser les populations face aux dangers. Les supputations vont bon train. C'est le Cameroun qui frappe un train entièrement en flamme. Incendie du train m'a permis de la gare. Les trains sirènes. Je veux le faire à la gare. On dit que la sonnerie aussi a brûlé. Il est 23h lorsqu'enfin arrivent les sapeurs-pompiers en provenance de Yaoundé. Ils sont à pied d'œuvre. J'étais dans les parages, ma femme m'a appelé, elle me dit il y a l'incendie au niveau de la maison. Quand j'arrive, je constate au niveau de la gare aussi, il y a le feu et on a couru tous mettre la main, aider les agents de caméra. Bilan, pas de perte en vies humaines, mais de nombreux dégâts matériels sont enregistrés. Il est désormais clair qu'on est passé à côté d'une catastrophe, à l'image de la catastrophe de Nsam de février 1998. Et cette découverte curieuse, un nouveau-né a été retrouvé dans une fosse à Bamali. Nous sommes dans la région du nord-ouest du Cameroun. Le bébé est vivant et même en santé. Sa génitrice rejette l'accusation selon laquelle elle aurait tenté d'ôter la vie à son rejeton. Des détails avec Fon Kenneth et Florian Fanjo. Au fond de ce trou, les populations de Bamili ont retiré cet enfant. Fort heureusement, il est encore en vie. La scène s'est déroulée il y a quelques jours dans la région du Nord-Ouest. Cette jeune fille qui est la maman de l'enfant était presque à terme de sa grossesse. Selon elle, l'enfant serait sorti par inadvertance. Elle croyait que c'était des caillots de sang, un argument que contredisent les habitants. Selon eux, la fille aurait voulu mettre fin à la vie de l'enfant. Des proches de la jeune fille qui ont vu son ventre retrouver une position normale ont décidé d'ouvrir une enquête. C'est ainsi qu'on va constater que l'enfant se trouvait dans la fosse septique. J'étais sûre que l'enfant était dans la fosse. J'ai pris la torche, j'ai regardé et je me suis rendu compte qu'il y avait quelqu'un dans la fosse. Et on a appelé les sages-femmes. Ça doit être depuis hier que l'enfant se trouve dans la fosse. Vraiment, c'est terrible. Le bébé a immédiatement été conduit à l'hôpital. Les services sociaux ont été contactés par la suite par les médecins. Journée internationale de la femme, on en reparle ce soir dans ce journal à Idenaou. Idenaou est une localité située dans le département du Fako, région du sud-ouest. Les femmes sont restées indifférentes à la célébration du 8 mars. Elles revendiquent l'amélioration de leurs conditions de vie et pour ce faire, elles ont observé un mouvement d'humeur. Francis Tché et Sandrine Babo.
Nous sommes dans l'arrondissement d'Idenao, petite localité située dans le département du Fako, région du Sud-Ouest. Ce 8 mars 2013, jour de la célébration de la Journée internationale de la femme, les femmes d'Idenao ont tenu à marquer leur empreinte d'une manière particulière. Loin des défilés et autres festivités organisées à travers le pays, elles ont initié un mouvement d'humeur. Et c'est à l'esplanade de la sous-préfecture d'Idenao qu'elles ont choisi de faire entendre leur voix. Brandissant des gouttes et des seaux d'eau, elles revendiquent l'amélioration de leurs conditions de vie. Sur les pancartes, on peut lire « No water, no women »,« Pas d'eau, pas de femmes »,« No water, no peace »,« Pas d'eau, pas de paix »,« No water, no vote »,« Pas d'eau, pas de vote ». En effet, depuis 3 ans, Idenao est sevré du précieux liquide. Les robinets sont à sec, compromettant de ce fait le quotidien des populations. L'agriculture ici en a pris un coup. Des témoignages révèlent que certains enfants sont décédés des suites d'accidents de la route parce qu'ils allaient puiser de l'eau. Après plusieurs plaintes, sans suite, agressées à l'autorité administrative de la ville d'Idenao, ces grévistes se sont résolus à assiéger les locaux de la sous-préfecture. Les négociations ont accouché d'une souris. Les femmes se plaignent d'avoir été insultées par le sous-préfet de la ville d'Idenao. 8 mars 2013, la journée internationale de la femme a été célébrée avec beaucoup de faste par des Camerounaises au Gabon. Au menu de cette commémoration, messe d'action de grâce, ateliers de formation et autres reviviscences étaient au rendez-vous à l'ambassade du Cameroun au Gabon. Les détails dans ce reportage de Viviane Kamwa. Nous sommes ici à l'ambassade du Cameroun au Gabon. Derrière ce calme apparent se cache une centaine de femmes venues de toutes les régions du Gabon pour participer aux activités devant meubler la Journée internationale de la femme. Une action soutenue par l'ambassadeur du Cameroun au Gabon, pour qui la lutte pour la défense des droits de la femme est un combat à mener et non un combat déjà gagné. Aidez donc le président en revendiquant vos droits le maximum possible. Qu'ils soient mis fin à tous les mauvais traitements faits aux femmes. Je pense à l'excision, je pense aux bastonnades, je pense au mariage précoce, je pense à l'abandon. On préfère envoyer les jeunes garçons à l'école que la fille. C'est une violence. Battez-vous pour que cela n'existe plus dans notre société. Plusieurs activités ont été organisées dans le but de meubler cette journée, notamment une messe d'action de grâce et un séminaire au cours duquel on est revenu sur l'historique de cette journée. Son origine remonte aux manifestations des femmes aujourd'hui du XXe siècle en Europe et aux États-Unis. Celles-ci réclamaient l'égalité des droits, de meilleures conditions de travail et le droit de vote. La fête s'est achevée par des réjouissances populaires. Les femmes ici aussi rivalisent d'adresse. La fête était belle à Libreville. Le rendez-vous est donc pris pour 2014. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la première partie de ce journal. Je vous invite à nous retrouver dans la seconde partie réservée au débat. Merci de nous retrouver dans la seconde partie de ce journal réservé au débat. Retour sur toutes les confusions qui règnent autour des sénatoriales annoncées pour le 14 avril de cette année. Et pour en parler ce soir, nous recevons sur le plateau débat de 20h le professeur Aboya Ndong Manassé. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Vous êtes universitaire, enseignant des universités au Cameroun et d'ailleurs, vous êtes politologue. Alors après moult tergiversations, on a remarqué que le SDF a décidé d'aller à ces sénatoriales. Quelle est la lecture que vous faites de ce revirement? Bon,
Le SDF reste constant dans son approche de sa participation à la vie politique camerounaise. Je crois qu'il y a toujours une contestation et puis une convergence de vues à l'issue des échanges avec le parti au pouvoir. Et là, le SDF justifie justement son revirement par sa volonté de ne pas participer à une escalade ou alors un piège tendu par le parti au pouvoir pour mener le pays dans une escalade de violence. Est-ce que vous pensez que cet argument vaut? C'est un argument politique et ce n'est que le SDF qui sait si c'est un argument logique ou c'est un argument fomenté de toutes pièces pour attirer de manière constante la sympathie de l'opinion publique. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir en dessous une surenchère politique? Tous les partis, à ce moment précis, font la surenchère politique pour perturber le jeu politique qui est contrôlé par le parti au pouvoir. Donc chacun y va de sa méthode, chacun y va de sa manière pour se faire entendre, pour ne pas laisser l'impression qu'il fléchit de manière ostentatoire, voire obséquieuse par rapport à la ligne politique du RDPC. Professeur Aboya Ndomanassé, est-ce que vous pensez que ces sénatoriales sont d'un enjeu particulier pour l'opposition camerounaise? Oui, parce que il n'y a pas de démocratie sans parti politique et on ne peut pas concevoir des élections sénatoriales sans la participation des partis les plus représentatifs dans l'échiquier politique camerounais. Donc, à mon avis, ce sont les élections qui ont un enjeu pour tous les partis politiques, y compris ceux de l'opposition a un intérêt à y participer. Absolument. Il faut tout au moins que le Sénat ait plusieurs colorations, notamment la coloration du parti au pouvoir et puis la coloration des partis d'opposition qui pourraient briguer quelques sièges de sénateurs au Parlement qui va devenir manifestement bicaméral. Alors, mais est-ce que l'opposition camerounaise a une chance de briguer des sièges au regard de la configuration actuelle des conseils municipaux qui constituent l'essentiel du collège électoral, qui sont dominés par le RDPC, le parti au pouvoir? Est-ce qu'on ne court pas vers une razzia du RDPC? Manifestement, le nombre de conseillers municipaux qui constituent le corps électoral sont en extrême majorité du parti au pouvoir. Nous avons carrément quelque chose comme 9000 conseillers municipaux pour environ 10 600 que compte le Cameroun. Donc, sur le plan des projections, on voit clairement se profiler à l'horizon une victoire écrasante du RDPC dans cette configuration. Alors, eu égard à cela, est-ce que l'hésitation de l'opposition camerounaise n'était-elle pas compréhensible? Naturellement, parce qu'il fallait... Parce qu'elle a exigé que les sénatoriales viennent après le renouvellement des conseils municipaux. Oui, au regard du rapport de force, leurs revendications étaient légitimes, même si elles ne sont pas forcément légales, parce que ces partis ont accepté la prorogation du mandat des députés et ceux des conseillers municipaux. Donc, logiquement, il n'était pas fondé au regard de la loi de remettre ça en question. Sauf que justement, sur le plan de la légitimité, je le dis toujours, il fallait justement adapter la nouvelle donne politique à l'état des forces politiques de l'heure, c'est-à-dire des forces politiques qui pouvaient être tamisées au terme des élections municipales qui pouvaient avoir lieu ou alors des législatives. Là, on aurait eu droit à des rapports de force qui correspondaient à la logique du moment. Donc, l'opposition avait raison de remettre ça en cause. Alors, maintenant, s'il est admis que le RDPC va faire une razzia, est-ce que cette obésité ne vient pas handicaper un tout petit peu, ou alors pour beaucoup, le jeu démocratique au Cameroun? Je pense que le problème ne se situe pas à ce niveau. Le problème réside dans la confusion qui est occasionnée par les partisans même du RDPC qui sautent sur les sénatoriales, la plupart du temps de manière illégale, souvent sans être informés des conditions d'éligibilité et d'incompatibilité. C'est ça le problème. Parce que juridiquement, on ne peut pas être éligible si on n'est pas électeur. Pour être éligible, il faut être sûr
que vous aurez au moins une voix, la vôtre. Or, dans la configuration actuelle, avec un corps électoral constitué essentiellement de conseillers municipaux, ce n'est pas sûr que ceux qui viennent briguer les sénatoriales auront même une voix parce qu'ils ne sont pas qualifiés par le corps électoral pour être éligibles. Et la loi est claire. Le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Donc nous sommes dans le cadre d'une élection au suffrage universel indirect et ne concerne que les collectivités territoriales décentralisées. Parce que l'État du Cameroun, de par la Constitution, est un État unitaire décentralisé. Nous le proclamons, c'est dans la Constitution, mais dans la configuration actuelle, nous voyons une surenchère de tous les retraités politiques vers les sénatoriales, alors qu'ils ne sont pas qualifiés pour être éligibles. Et si on laisse faire ça, non seulement nous allons avoir une Assemblée nationale bis en lieu et place du Sénat, mais nous allons légitimer un vaudou juridique parce que ces gens-là qui veulent être élus ne sont pas qualifiés pour être éligibles et ne pourront pas eux-mêmes voter parce que les électeurs dont il s'agit ici, ce sont les conseillers municipaux qui vont constituer le corps électoral. Alors, qu'est-ce qui explique donc le fait que, malgré que la loi soit assez claire, qu'on enregistre au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais des candidatures venant soit des maires ou encore des députés? Simplement parce que la qualification du Sénat a été brouillée dans l'opinion publique. Les uns et les autres pensent que c'est le Sénat qui va gérer la transition et que nous sommes venus à l'heure de gérer la transition politique au Cameroun. Plus précisément, parce que le président a annoncé la mise en place du Sénat, pour certains, il a décidé donc de transmettre le pouvoir. Donc ceux qui seront dans le Sénat sont ceux qui vont gérer la transition politique et vont se partager les postes pour contrôler justement les leviers politiques. C'est une illusion, une forte illusion et même une folie juridique. Il faut faire attention. Je crois qu'il faut expliquer aux gens ce que c'est que le Sénat. Il faut revenir au b.a.-ba du bicaméralisme institué par notre Constitution. Donc c'est ça le véritable problème. On n'a pas expliqué aux gens ce que c'est que le Sénat et les gens croient que c'est la plus grande institution qui va être mise en place dans l'optique de gérer la transition politique au Cameroun. Merci professeur Aboya Indom Manassé. Malheureusement, le temps qui nous est accordé arrive à son thème. Merci d'avoir accepté ce plateau et merci pour cet éclairage. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au thème de ce journal. Restez connectés sur les programmes de Kinox Télévision. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonsoir.